Monsieur Blanchard. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ActuEco. Alors aujourd'hui, le monde est confronté à de nombreux défis, comme le vieillissement de la population, l'accroissement des inégalités, le changement climatique ou encore les guerres. Concrètement, et c'est une question assez générale, qu'est-ce que l'économie peut faire, quel levier elle peut activer pour faire face et donner des éléments de réponse face à ces questions contemporaines? Bon, je crois qu'il faut un peu séparer. Les guerres, ça dépasse ce que l'économie peut faire. Il y a des tensions géopolitiques qui ont des raisons économiques, mais d'autres raisons. Les économistes ne peuvent pas proposer une solution. Ils peuvent proposer une aide, une réflexion. Sur le reste, en principe, chaque problème peut être pris et attaqué et peut-être résolu, au moins sur le papier. Quand il s'agit du réchauffement climatique, on sait à peu près ce qu'il faut faire. On a une information qui est relativement décente sur la complexité du problème. On a pas mal réfléchi aux outils qu'on peut utiliser, que ce soit la taxe carbone, que ce soit des subventions, que ce soit des régulations. Sur le papier, je crois qu'on sait à peu près ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il y aura le courage politique de le faire? Ça va coûter de l'argent. Sur le budget, ça dépend des pays. Il y a des pays dans lesquels c'est un vrai problème, d'autres pays dans lesquels c'est pas. Ça, c'est un problème récurrent. Souvent, il y a des pays qui se retrouvent avec des déficits budgétaires. Là encore, les économistes, ils peuvent proposer des solutions. Okay. On peut peut-être diminuer ici, augmenter ici, etc. On peut réfléchir à diminuer les dépenses, augmenter les recettes, qui est la discussion à l'heure actuelle en France. Là encore, sur le papier, on peut proposer des solutions. Est-ce qu'ensuite elles sont acceptées politiquement? Pas nécessairement. Il faut essayer de contribuer au débat, mais on peut certainement au moins clarifier le débat. Sur les inégalités, je crois qu'on peut faire plus. Au moins, il y a un certain nombre de dimensions. D'abord, quand on prend des mesures, quelles qu'elles soient, si elles ont des implications de distribution, il faut y réfléchir plus qu'on ne le faisait. Donc ce matin, dans la discussion sur le commerce international, si on ouvre un secteur au commerce international et que les entreprises domestiques font faillite, c'est peut-être désirable du point de vue de l'efficacité parce que les autres sont moins chers, mais il y a des gens qui se retrouvent sans travail. On ne peut pas juste les laisser dans la nature, et jusqu'à maintenant, on n'a pas été très bon à les protéger. La solution idéale, c'est on les protège, on les aide, mais ça peut ne pas être suffisant, donc on peut même se poser la question de savoir si, par exemple, on va complètement détruire une industrie qui serait une très bonne chose pour les consommateurs. Est-ce que c'est vraiment raisonnable? Est-ce qu'il ne faut pas mettre des tarifs de manière à éviter? Alors c'est vrai que les consommateurs en profiteront moins, mais on protégera un peu les autres. Donc, sur tout ça, on a des réponses. Je ne sais pas ce que vous aviez, on a appelé guerre, j'ai dit, on ne peut pas. La viabilité de la dette, on m'a parlé. La dette, c'est un vrai problème, il faut trouver l'argent. Il faut trouver beaucoup d'argent comme un pays. Dans un pays comme la France, il faut trouver beaucoup d'argent. Ça veut dire probablement remettre en cause l'approche générale de l'État vis-à-vis de la redistribution, parce qu'il nous manque beaucoup d'argent. On peut servir de la dette un certain temps, mais ce n'est pas la solution. Donc là, la réponse générale, c'est les économistes peuvent au moins mettre sur la table des solutions potentielles. Ensuite, elles sont acceptées ou acceptables par les électeurs, et donc par implication par les politiques. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Et parler de solutions, c'est aussi parler du modèle économique dans lequel elles prennent pied. De plus en plus de personnes prônent celui de la décroissance, qui serait une sorte de réponse assez problématique. Est-ce que vous pensez que c'est un système qui est souhaitable et même viable à l'échelle planétaire? Non, ça ne me paraît pas désirable. Il y a encore beaucoup de gens soit qui meurent de faim, soit qui ont des revenus très très bas. La croissance en soi est plutôt une bonne chose, même si elle est inégalitaire. Il y a tout de même des tas de pays qui sont encore très pauvres. L'idée qu'ils devraient arrêter de croire, mais même dans un pays comme la France, c'est un pays très riche, une croissance équilibrée dont tout le monde profite est certainement quelque chose de désirable. Alors, quand il s'agit par exemple du réchauffement climatique, ça va coûter de l'argent, on va être obligé d'investir dans de nouvelles technologies, et il se peut que le taux de croissance de la productivité soit plus faible. C'est possible parce qu'on est obligé de changer de direction.
Donc il se peut qu'il y ait un ralentissement de la croissance si on veut réussir la transition climatique. La notion de décroissance a une autre dimension, qui est la décroissance démographique, et là elle est en train d'arriver. Donc on peut en discuter, mais manifestement c'est le résultat du choix des individus, et dans certains pays ça va poser d'énormes problèmes. C'est pas un choix, c'est une réalité. Ce matin, Béatrice Weder me montrait un graphe où la Chine est passée de 600 millions à 1,4 milliard et retournera en 2100 à 600 millions. Ce sont des chiffres qui sont complètement délirants. Ça va impliquer toute une série de décisions parce que ça va changer le rapport du nombre de vieux au nombre de jeunes, etc. Donc ça, c'est un défi auquel il faut faire face. Mais l'idée que la décroissance est bonne ou peut aider, non, je ne crois pas que ce soit la solution. Je pense qu'on peut arriver, en laissant de côté le problème de population, qui va d'ailleurs aider, parce que s'il y a moins de gens, il y a moins de choses, il y a moins de CO2. Mais je pense qu'on peut arriver à une croissance verte qui reste positive. Je ne crois pas que ce soit impossible d'avoir croissance et réduction pas réduction du CO2, mais réduction de l'augmentation du CO2. Donc concrètement, ces deux objectifs, croissance et engagement écologique, ne sont pas irréconciliables de nature? Non. Non, il y a certainement, l'un risque de ralentir l'autre. Si on avait une croissance très très rapide, on aurait plus de problèmes à réduire le CO2. Si on réduit le CO2, on doit changer de technologie, ça risque de ralentir la croissance. Mais ça fait partie des trade-offs, des compromis qu'on a tout le temps. La notion que... Non, il y a une notion, je crois, dans les gens qui prônent la décroissance, c'est qu'il y a une relation absolument mécanique entre le PIB et le CO2. Alors s'il y avait ça, si on veut diminuer le CO2, il faut diminuer le PIB. Je veux dire. Mais c'est pas vrai. Ce qu'on a appris, c'est qu'on peut tout de même produire avec infiniment moins de CO2. On peut passer des énergies vers des énergies qui ne produisent pas de CO2. Donc non, il n'y a pas de nécessité, et je pense qu'on peut continuer à avoir une croissance positive et diminuer la production de CO2. Vous ne pensez pas qu'avec la multiplication des catastrophes naturelles, par exemple les inondations à Valence récemment, on sera amené de fait à passer à ce nouveau modèle parce que la nature le demande? Croître moins vite ne diminuera pas le nombre de maisons au bord de la mer, autant que je sache. Croître moins vite ne diminuera pas la taille des ruisseaux après la pluie. Donc ce n'est pas les solutions. Là encore, ça va coûter de l'argent. On parle principalement de mitigation, c'est-à-dire le coût des nouvelles énergies. Mais il y a l'adaptation, qui est de faire que Lyon ne soit pas sujet au même problème que Valence, et que la montée de la mer ne détruise pas tous les villages côtiers. Ça coûte de l'argent. Ça veut dire donc qu'il y aura un peu moins de croissance, ou s'il y a autant de croissance, il y aura un peu moins de consommation, parce qu'il faudra investir plus. Mais ça n'implique pas la décroissance, il n'y a pas de lien logique, il me semble. Et si on dézoome un peu et qu'on prend les pays dans leur diversité, ils n'ont pas tous la même situation économique. Absolument. Comment permettre à tous les pays de rechercher ce point d'équilibre et de concilier leurs besoins en développement économique et les engagements écologiques? Pour les pays qui sont pauvres, le trade-off est que c'est plus important de croître, même si j'utilise le charbon, même en sachant que oui, c'est ennuyeux pour le monde, mais malheureusement, il faut qu'ils vivent. Donc, il faut être clair dans ce cas-là qu'ils ne peuvent pas le faire tout seuls. C'est absolument évident. D'autre part, comme Béatrice le disait, ou Hélène le disait ce matin, les pays les plus exposés aux effets négatifs du changement climatique sont les pays pauvres. C'est le Bangladesh, c'est les îles dans le Pacifique, etc. Donc là, il est absolument clair qu'il faut qu'on les aide. C'est absolument évident. Aide financière, on a des problèmes chez nous, c'est déjà un peu difficile, mais il faut en faire plus que ce qu'on fait, parce qu'il faut réaliser que c'est essentiel. Mais comme j'ai dit, on peut peut-être faire des aides technologiques, c'est-à-dire qu'on peut développer les technologies ici, et en principe, dans un monde normal, on leur vendrait avec des droits de patent rights, des droits de comment on dit, quand on a un brevet. On peut leur donner, en accélérant d'ailleurs le progrès technologique ici, on peut leur donner plus vite
et ça ne leur coûte pas beaucoup. Donc je pense qu'on peut arriver, là encore sur le papier, à des transferts financiers, des transferts technologiques, tels qu'eux-mêmes fassent ce qu'il faut. S'ils ne le font pas, ce qu'on fait ne sert à rien. Donc il faut absolument qu'on le fasse. C'est possible sur le papier, là encore. Est-ce qu'il y a la volonté politique? Est-ce que les gens sont prêts à payer 1% du PIB pour les transferts vers les pays pauvres? Il faut essayer de les convaincre. Ça marchera ou ça ne marchera pas.